Voulez-vous comprendre comment sécuriser vos systèmes d'information? Dans ce cours de formation, nous allons aborder ensemble les concepts clés de la sécurité informatique, des antivirus au pare-feu, en passant par les VPN, l'authentification multifactorielle et bien plus encore. Vous apprendrez comment protéger vos données, renforcer votre cybersécurité et éviter les menaces grâce à des stratégies efficaces et des pratiques indispensables. Dans ce cours, nous allons aborder la sécurité des systèmes d'information. Le but ici n'est pas de les décrire en détail, mais plutôt de se familiariser aux différents concepts de sécurité. Et on commence avec les antivirus et les anti-malware. Vous le savez, et particulièrement si vous utilisez Windows, vous devez avoir un antivirus. Il doit être toujours activé et configuré de sorte que la mise à jour des signatures soit régulière et fréquente. La signature d'un virus, c'est un peu comme son empreinte digitale. Lors d'un scan des fichiers, l'antivirus vient comparer les fichiers du disque aux signatures. Et s'il trouve une correspondance entre un fichier et un virus, le fichier en question est mis en quarantaine. Mais on pourrait se demander pourquoi n'est-il pas directement supprimé si c'est un fichier dangereux? Avec une base de données très large de signatures, il se peut qu'il y ait des fichiers qui soient identifiés comme des virus alors qu'ils sont sains. On appelle alors ce type de détection infopositif. L'utilisation de signatures pour la détection de virus est nécessaire, car comme les virus biologiques, ils évoluent et changent de forme très vite pour s'adapter, et ils sont aussi capables de se cacher dans des fichiers existants. Alors que les virus biologiques évoluent par eux-mêmes, le plus souvent pour les virus informatiques, ce sont les pirates qui modifient le code afin d'échapper aux détections. Et donc un même virus peut alors avoir plusieurs signatures. Il existe aussi des virus que l'on appelle polymorphes, et qui sont capables de muter lors de leur réplication afin d'échapper aux scanners. Les anti-malware, quant à eux, reposent globalement sur le même principe que les antivirus, mais ils visent plus spécifiquement les spyware et les adware. Passons ensuite au firewall qui peut se présenter sous deux formes. Le firewall basé sur l'hôte et le firewall réseau. Le principe pour ces deux types de firewall reste le même, qui est de filtrer et bloquer certains flux d'informations. Pour juger si une connexion est légitime ou non, le firewall utilise des critères tels que l'adresse IP d'origine, le choix du port ou le type de données. Le firewall basé sur l'hôte, c'est tout simplement celui que vous avez sur votre ordinateur. Il est sous forme logicielle, et il est donc aussi capable de filtrer le trafic en fonction d'une application ou bien d'un utilisateur en particulier. Le firewall réseau, lui, est plus souvent sous forme matérielle, et on le place généralement en périphérie du réseau, c'est-à-dire au point d'entrée-sortie vers Internet. Cela permet donc d'assurer que le trafic à l'intérieur du réseau local est protégé des attaques venant de l'extérieur. Mais du coup, il ne protège pas des attaques internes, d'où la nécessité du firewall basé sur l'hôte. Le firewall et l'antivirus sont les deux solutions de sécurité informatique que tout le monde devrait utiliser au minimum. Passons maintenant au VPN, le réseau privé virtuel, qui permet d'établir une connexion sécurisée entre deux points, le plus souvent un ou plusieurs utilisateurs et un concentrateur VPN. Le trafic est ainsi sécurisé lorsqu'il traverse un réseau public et permet à l'utilisateur de se connecter au réseau interne comme s'il se trouvait dans l'entreprise. Le concentrateur VPN se trouve dans le réseau de l'entreprise. Il peut être sous forme d'un logiciel ou bien matériel et il est souvent couplé à un firewall. Son but est de pouvoir authentifier, chiffrer et déchiffrer les informations, et ce pour une grande quantité d'utilisateurs. Les utilisateurs de leur côté, eux, utilisent un client VPN pour se connecter au concentrateur de l'entreprise. Il permet de chiffrer et de déchiffrer le trafic qui va et vient de l'entreprise. L'information chiffrée qui transite entre l'utilisateur et le concentrateur passe alors par ce que l'on appelle un tunnel VPN. Pour sécuriser un compte, il est généralement conseillé d'utiliser un mot de passe fort. En effet, les pirates informatiques ont bien compris que certains mots de passe étaient très souvent utilisés, et ils utilisent donc des listes de mots de passe pour essayer de compromettre les accès. On évitera donc d'utiliser des 1, 2, 3, 4, password et autres AZERTY. En France, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés de France, conseille d'utiliser un mot de passe d'au moins 12 caractères, comprenant au moins un nombre, une majuscule et un caractère spécial. Pour retenir le mot de passe plus facilement, elle conseille l'utilisation d'une phrase secrète plutôt que d'un mot de passe. En effet, une autre technique que les pirates utilisent pour trouver les mots de passe s'appelle le brute force, et elle consiste à tester toutes les combinaisons de caractères jusqu'à trouver le résultat.
On considère donc aujourd'hui qu'un mot de passe de moins de 8 caractères avec uniquement des minuscules et des chiffres peut être forcé de façon instantanée. Et pour plus de sécurité, on peut utiliser une méthode multifacteur, qui nécessite plusieurs éléments pour pouvoir s'identifier. En général, on utilise 2 éléments parmi les catégories suivantes. Quelque chose que vous savez, comme un identifiant et un mot de passe par exemple. Quelque chose que vous possédez, comme un badge RFID. Ce que vous êtes, pour les identifications biométriques, une empreinte digitale par exemple. Et où vous vous trouvez en utilisant le positionnement GPS. Passons maintenant au principe de moindre privilège, qui est un concept très important en informatique. Ce principe consiste à donner aux utilisateurs uniquement les autorisations et les privilèges dont ils ont besoin pour faire leur travail. Ce qui veut dire que tous les comptes doivent être configurés pour avoir le minimum d'autorisations possible. En effet, on ne donne pas les privilèges administrateurs à tous les utilisateurs par exemple. Ce principe est parfois vu par les utilisateurs comme contraignant, mais il s'agit en réalité d'une mesure de cybersécurité très efficace lorsqu'elle est bien gérée. Elle permet de limiter la propagation des virus et malwares, de réduire la surface d'attaque, de limiter l'accumulation de privilèges, de limiter les attaques internes, c'est-à-dire venant des employés eux-mêmes. Une chose importante à considérer est que cette mesure permet aussi de protéger les employés d'un point de vue légal. En effet, si un attaquant vient compromettre un compte utilisateur qui dispose de privilèges qu'il ne devrait pas avoir, il peut les utiliser pour exfiltrer des informations ou accéder à des comptes disposant d'encore plus de privilèges. On appelle ça une élévation de privilèges. Or, si l'attaquant parvient à effacer les traces de son passage, il devient difficile de savoir si l'attaque provient de l'extérieur ou de l'employé associé à ce compte utilisateur. Et dans le cas où il y a une suite judiciaire à l'attaque, cela peut mettre l'utilisateur dans une situation compliquée. Ces privilèges passent aussi par des droits et des permissions accordés à la lecture et à l'écriture des fichiers, sujet que nous allons aborder dans cette partie. En effet, sous Windows, les fichiers ont des permissions et des droits qui sont associés aux utilisateurs ou bien au groupe d'utilisateurs. Depuis Windows NT 4, c'est le système de fichiers NTFS qui est utilisé et qui prend en charge la gestion des permissions. On peut voir que les autorisations accordées à un fichier peuvent être du type contrôle total, droit de modification du fichier, de lecture et exécution, droit de lecture du fichier et droit d'écriture. Par défaut, les fichiers héritent des permissions du dossier dans lequel ils se trouvent, mais cette option peut être désactivée dans les paramètres avancés. Si vous êtes l'auteur d'un fichier, vous pouvez modifier les permissions accordées aux autres utilisateurs. Attention, car l'administrateur, lui, possède un contrôle total sur tous les fichiers. Vous comprenez donc pourquoi tous les utilisateurs ne peuvent pas avoir les privilèges administrateurs. Ce système qui permet de contrôler qui peut avoir accès, modifier ou exécuter certains fichiers est appelé une liste de contrôle d'accès, ACL. Et on peut noter qu'elle est gérée de façon différente sur d'autres OS qui n'utilisent pas le système de fichiers NTFS. À présent, nous allons aborder le sujet des sources de confiance pour les logiciels. En effet, il est très important de savoir d'où proviennent les applications que vous souhaitez installer. Par exemple, un attaquant pourrait dissimuler un logiciel malveillant tel qu'un cheval de Troie dans un logiciel légitime. Vous installez l'application et de votre côté, tout fonctionne normalement, et dans le même temps, vous lui donnez accès à votre système sans vous rendre compte de l'attaque. Il faut donc éviter d'installer les programmes venant de liens provenant d'email, de pop-up sur les pages web, ou de sites tiers non officiels. Cela vaut pour les programmes, mais aussi pour les drivers et les firmware. Et donc si vous devez installer un logiciel, il est bon usage de télécharger les applications sur le site officiel, ou bien depuis leur format physique officiel comme un CD par exemple, ou encore utiliser des marketplaces réputés, et enfin de vérifier la signature numérique d'une application.